Elle perdait la vue depuis des jours. Comment tout le monde a-t-il pu passer à côté? Accident ou signaux d'alarme ignorés? J'ai dit, je ne vois plus. Et ma mère n'a même pas levé les yeux. Laissez cela mûrir un instant. Que feriez-vous si votre vue commençait à disparaître et que les personnes en qui vous avez le plus confiance pensaient que vous mentiez? Parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Avant de continuer, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Je m'appelle Naomi Carson. J'ai 13 ans. Et la première fois que c'est arrivé, j'ai pensé que j'étais simplement fatigué. Mais ce n'était pas le cas. Cela a commencé petit, presque imperceptible. Comme lorsqu'on fixe une lumière vive trop longtemps et que tout devient tacheté pendant quelques secondes. Sauf que je n'avais rien fixé. J'étais simplement assise dans ma chambre en train de regarder mes devoirs sur ma tablette quand ce flou gris étrange s'est glissé dans le coin de ma vision. Au début, je l'ai ignoré. Vous l'auriez fait aussi, n'est-ce pas? J'ai cligné des yeux 2 fois, je me suis frotté les yeux. C'est parti pendant peut-être 10 secondes. Puis c'est revenu, cette fois plus grand, plus sombre, comme de l'encre se répandant dans l'eau. Lent, rampant, avalant tout sur son passage. Je me suis levé trop vite, renversant ma chaise vers l'arrière dans un grand fracas contre le sol. Maman? Ai-je appelé? Pas de réponse. Depuis le couloir, je pouvais entendre mes parents se disputer à nouveau. Leur voix était basse mais tranchante, comme s'ils essayaient de ne pas crier. Sans pouvoir s'en empêcher. L'argent, les factures, quelque chose à propos du travail, des choses normales ces derniers temps. Maman? Ai-je réessayé? Plus fort cette fois. Quelque chose ne va pas. Toujours rien. Et c'est là que la panique a commencé à s'installer parce que le flou ne disparaissait plus. Il grandissait. Je me suis tourné vers la porte de ma chambre, mais les contours semblaient déformés. Comme si quelqu'un avait étalé la réalité avec son pouce. Le cadre s'est déformé, la couleur s'est vidée. Même la lumière venant du couloir semblait plus sombre. Avez-vous déjà essayé de vous convaincre que tout va bien alors que vous savez que ce n'est pas le cas? C'est ce que je faisais. Ce sont juste tes yeux, me suis-je chuchoté. Tu es juste fatigué. Mais ensuite, j'ai encore cligné des yeux, et la moitié de la pièce a disparu. Pas sombre, comme la nuit, juste partie, comme si elle avait été effacée. Mon cœur a commencé à battre si fort que cela faisait mal. Maman! Ai-je crié cette fois? La voix brisée. Je ne vois pas bien. Cela a enfin attiré son attention. Ses pas se sont approchés, rapides et irrités, pas inquiets. Elle est apparue dans l'encadrement de ma porte. Lisa Carson, 41 ans, tenant toujours son téléphone. Son expression déjà agacée avant même de me regarder. Qu'est-ce qu'il y a encore? Naomi? Ce « encore » a frappé plus fort que tout le reste. J'ai pointé le doigt vers le mur, mais même en le faisant, je me suis rendu compte que je ne voyais plus tout à fait où je pointais. Il y a quelque chose qui ne va pas, ai-je dit, la voix tremblante. Je ne vois pas correctement. C'est comme si ça s'effaçait. Elle a soupiré. Naomi. Je n'ai pas le temps pour ça en ce moment. Pas le temps pour ça? Ma poitrine s'est serrée. Je suis sérieuse. Ai-je dit plus fort? Je ne vois pas. Arrête, a-t-elle coupé sèchement. Arrête de faire ta dramatique. Tu es resté collé aux écrans toute la journée. Évidemment que tes yeux te font mal. Ce n'était pas ça. Je savais que ce n'était pas ça. Mais comment prouver quelque chose que personne d'autre ne peut voir? Derrière elle. La voix de mon père a résonné depuis le salon.
Qu'est-ce qui se passe? Rien. A-t-elle répondu. Elle fait encore des siennes. Encore? Ce mot s'est enfoncé encore plus profondément. Et soudain, j'ai ressenti cela. Pas seulement de la peur, pas seulement de la confusion, mais quelque chose de pire. Le doute. Et s'ils avaient raison? Et si tout cela était d'une certaine manière dans ma tête? J'ai encore cligné des yeux. Et cette fois, une plus grande partie du monde a disparu. Ma porte, mon bureau, même le visage de ma mère a commencé à se flouter sur les bords. Comme si elle s'effaçait de la réalité. Je ne vois plus ton visage. Elle chuchotait. C'est alors que quelque chose a enfin changé. Pas dans son expression, mais dans la mienne. Parce que je me suis rendu compte que cela ne s'arrêtait pas. Et je ne savais pas jusqu'où cela irait. J'ai rouvert la bouche, prête à crier cette fois. Mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge alors que l'obscurité rampait encore plus près. Et pour la première fois, je me suis demandé une chose que je ne pouvais plus ignorer. Que se passe-t-il si tout devient noir? Je ne vois plus ton visage, ai-je dit plus fort cette fois. Désespéré. Parce que maintenant, ce n'était plus seulement flou. Cela disparaissait. Ma mère se tenait juste devant moi, à peut-être 1 mètre. Mais ses traits glissaient comme si quelqu'un l'effaçait lentement. D'abord ses yeux se sont floutés jusqu'à disparaître, puis son nez, puis le contour de sa bouche. Tout ce qui restait était cette forme en mouvement. Une personne dont je savais qu'elle était là, mais que je ne pouvais plus voir complètement. Naomi. Arrête. A-t-elle dit sèchement en croisant les bras. Tu vas bien. Bien. Comment expliquer cela à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas vous croire? Je ne vais pas bien, ai-je crié, ma voix se brisant dans un son brut. Je ne te vois pas. Ça empire. Derrière elle, je pouvais entendre les pas de mon père s'approcher. Plus lourd, plus lent, pas précipité, pas paniqué, juste une curiosité agacée. Qu'est-ce que c'est cette fois? A demandé Daniel Carson, 44 ans, en apparaissant. Ou ce qui aurait dû apparaître, parce que maintenant je pouvais à peine le voir. 2 silhouettes. C'était tout ce qu'ils étaient. 2 silhouettes debout dans un monde qui commençait à s'effondrer vers l'intérieur. Je crois que quelque chose ne va vraiment pas, ai-je dit, ma voix faiblissant, tremblante. Je crois que je deviens aveugle. Un silence, juste pendant une seconde. Et durant cette seconde, j'ai espéré. J'ai vraiment espéré que ce serait le moment où il comprendrait. Que quelque chose dans ma voix semblerait enfin assez réel, assez sérieux. Mais ensuite, mon père a expiré brusquement par le nez. On ne devient pas aveugle comme ça. Du jour au lendemain. Naomi. Pouf. Balayé, expliqué, terminé. Ma poitrine s'est serrée si vite que j'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Je ne m'invente pas des histoires, ai-je crié, plus fort que jamais. Mes mains tremblaient. Tout mon corps semblait déséquilibré. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Parce que c'est exactement ce que tu fais à chaque fois, a répliqué ma mère instantanément. Chaque fois que quelque chose ne va pas comme tu veux, tu en fais tout un drame. Un drame. C'était donc ça? Parce qu'en ce moment même, la moitié de mon monde avait disparu et l'autre moitié s'effaçait rapidement. Depuis le couloir, j'ai entendu un doux grincement. Ethan, mon petit frère. Il n'a rien dit. Il ne disait jamais rien quand nos parents se disputaient, mais je pouvais le sentir là, à regarder. Silencieux, immobile. Je suis sérieuse. Elle chuchotait. Ma voix se brisant. S'il vous plaît. Regardez-moi. Je te regarde? A dit ma mère d'un ton plat. Mais j'ai secoué la tête. Non, tu ne me regardes pas. Parce que si elle me regardait vraiment, elle le verrait.
Elle verrait que mes yeux ne pouvaient pas se fixer. Comment je continuais à tendre la main à côté des objets. Comment je clignais trop des yeux comme si j'essayais de forcer le monde à se remettre en place. À quel point j'avais vraiment peur. Mais elle ne voyait rien de tout cela. Ou peut-être qu'elle ne le voulait tout simplement pas. Et puis c'est revenu, plus fort cette fois. Comme une vague déferlant sur tout. L'obscurité n'a plus rampé, elle a surgi, immense, agressive. J'ai eu un hoquet de surprise en trébuchant en arrière, heurtant le bord de mon lit. Ma main s'est tendue pour garder l'équilibre, mais j'ai complètement raté mon coup. Agrippant l'air vide. Je ne peux pas. Ai-je étouffé? Je ne vois rien. Maintenant, je criais, je ne hurlais pas simplement, je n'argumentais pas, je hurlais. Le genre de hurlement qu'on ne feint pas. Le genre qui s'arrache de vous quand quelque chose ne va vraiment pas. Mon monde devient noir. Mais toujours, personne n'a bougé. Personne ne s'est précipité vers moi. Personne ne m'a attrapé. Personne n'a dit, on va à l'hôpital. Rien. Juste de l'hésitation. Du doute. Un silence rempli d'incompréhension. Et dans ce silence, les derniers morceaux de lumière ont commencé à filer. Ma vision s'est rétrécie en un tout petit tunnel, juste une faible lueur au centre. Tout le reste avait disparu. Et alors que ce dernier cercle de lumière commençait à rétrécir, j'ai réalisé quelque chose qui a rendu la peur 10 fois pire. Il ne me croyait toujours pas. S'il vous plaît, ai-je chuchoté, ma voix étant à peine audible. S'il vous plaît, ne laissez pas ça arriver. Mais c'était déjà en train d'arriver. Et puis la lumière a vacillé une fois, 2 fois, et a disparu. Le pire, c'est que cela n'a pas commencé cette nuit-là. Tout est devenu noir, mais cela avait commencé des jours plus tôt. Et je savais déjà que quelque chose ne allait pas. 3 jours avant de perdre la vue. J'étais assise au 2e rang du cours de français de Monsieur Alperne. À fixer le tableau blanc comme s'il avait soudainement changé de langue. Les mots étaient là, puis ils n'y étaient plus. Une seconde, je pouvais lire la phrase qu'il avait écrite en haut du tableau. La suivante, des lettres entières manquaient. Puis des mots entiers. Comme si quelqu'un avait tendu la main au milieu de la phrase et en avait retiré des morceaux. J'ai cligné fort des yeux. Toujours faux. J'ai plissé les yeux. Pire. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous savez que quelque chose cloche? Mais vous continuez à faire comme si de rien n'était parce que le dire à voix haute le rendrait réel. C'était moi. Naomi, a dit Monsieur Alperne en tapotant son feutre contre le tableau. Tu prends des notes ou tu décores encore ton cahier? Quelques élèves ont ri. J'ai regardé en bas. Mon stylo survolait la page. Mais j'avais à peine écrit quoi que ce soit parce que je ne pouvais plus distinguer la moitié de ceux qui étaient au tableau. Je n'arrive pas vraiment à voir. Ai-je dit? Il m'a donné ce regard que les adultes utilisent lorsqu'ils pensent déjà connaître la réponse. Eh bien, peut-être que si tu passais moins de temps à rêvasser, tu pourrais voir. D'autres rires. Pas fort. Pas cruel. Juste assez pour me faire rougir. De l'autre côté de l'allée, Maya s'est retournée sur son siège. Maya avait 13 ans aussi. Mais d'une certaine manière, elle semblait toujours plus ancrée que tout le monde. Comme si elle remarquait des choses que les autres ignoraient. Elle ne rigole pas, a dit Maya. M. Alperne a soupiré comme si nous le dérangions tous les deux. Rapproche-toi la prochaine fois. Cela aurait dû s'arrêter là. Honnêtement, je voulais que ça s'arrête. Mais quand le cours s'est terminé et que je me suis levé, la pièce a penché d'une manière qui n'avait aucun sens. Pas un vertige, exactement. Plutôt comme si mes yeux et mon corps n'étaient pas d'accord sur l'endroit où se trouvaient les choses. J'ai heurté un bureau avec ma hanche assez fort pour qu'une fille à côté de moi murmure. Fais attention.
Je fais attention. Ai-je répondu automatiquement. Sauf que ce n'était pas le cas. Pas vraiment. Dans le couloir. Maya m'a rattrapé. Naomi. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ai-je dit trop vite? Elle m'a observé pendant une demi-seconde. Tu as dit rien 3 fois aujourd'hui. J'ai forcé un rire. Mais il est sorti faible. J'ai peut-être juste besoin de sommeil. Mais même en le disant, je me suis rappelé ce qui s'était passé ce matin-là en cours de sciences. Les chiffres sur la balance s'étaient floutés pendant quelques secondes. Au déjeuner, le visage de la fille assise en face de moi semblait s'être assombri sur les bords, puis était revenu net comme si de rien n'était. De petits moments, faciles à ignorer, sauf s'ils continuent à se produire. Maya a baissé la voix. Tu es malade? Je voulais dire non. Je voulais dire oui. Au lieu de cela. J'ai haussé les épaules et j'ai regardé le couloir vers les fenêtres de la direction. La lumière du soleil y coulait en longues bandes lumineuses sur le sol. Mais pendant une seconde, l'une de ces bandes a complètement disparu de ma vue. J'ai arrêté de marcher. C'est bizarre? Ai-je admis? Parfois. Des choses disparaissent juste pendant une seconde. Le visage de Maya a changé instantanément. Pas de rire, pas de scepticisme, juste de l'inquiétude. Tu l'as dit à tes parents? Cette question a frappé plus fort qu'elle n'aurait dû parce que, techniquement, non. Mais en réalité, je savais déjà comment cette conversation se passerait. Trop de temps d'écran, pas assez de sommeil, essayer de sécher les cours, faire la dramatique. Pas encore. Ai-je dit. Il faut que tu le fasses. Ouais. Ai-je répondu. Bien que même alors, je n'étais pas sûr de le faire. Ce soir-là au dîner, j'ai failli en parler. Vraiment. Ma mère était distraite, faisant défiler des factures sur son téléphone entre deux bouchées. Mon père levait à peine les yeux de la télé dans la pièce à côté. Ethan faisait de petites tours de petits pois sur son assiette. Normal. Tout avait l'air normal. Et c'était peut-être ça le problème, parce que quand les choses ont l'air normales, personne ne veut entendre que quelque chose pourrait aller mal. Alors j'ai attendu. Et plus tard cette nuit-là, quand je me suis réveillé et que j'ai ouvert les yeux dans une obscurité totale. Une vraie obscurité. Même si je savais que la lumière du couloir était toujours allumée devant ma chambre. Je suis resté figé sous ma couverture, comptant chaque seconde jusqu'à ce que ma vue revienne. Cela a pris 10 secondes. 10 secondes entières. Et quand la pièce est enfin revenue, je ne me suis pas senti soulagé. Je me suis senti terrifié parce que, allongé là dans le noir à fixer mon plafond, j'ai réalisé une chose dont je ne pouvais pas me débarrasser. Et si la prochaine fois, cela durait plus longtemps? La fois suivante, ce n'est pas revenu en 10 secondes. C'est arrivé au milieu du cours d'éducation physique. De tous les endroits possibles. Bruyant, chaotique, plein de mouvements. Le genre d'endroit exact où l'on a besoin de voir. Nous courions des tours de piste. Rien de grave. Juste un échauffement. Le genre de choses qu'on peut faire à moitié endormi. Les baskets qui grincent sur le sol ciré. Les voix qui résonnent contre les murs. Le coup de sifflet strident de l'entraîneur Ramirez qui coupe toutes les quelques secondes. Normal. Tout à fait normal. Jusqu'à ce que ce ne le soit plus. Au début, ce n'était qu'un vacillement. Un rapide clignement d'obscurité au bord de ma vision. J'ai ralenti légèrement. Pensant que je m'étais peut-être levé trop vite plus tôt ou que j'avais sauté le petit déjeuner. Quelque chose de simple à expliquer. Puis cela s'est reproduit, plus longtemps cette fois. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, mais seulement à moitié. J'ai arrêté de courir.
Avance. A crié quelqu'un derrière moi en manquant de me rentrer dedans. Attends. Ai-je dit? Mais ma voix a été engloutie par le bruit. Et puis tout a disparu. Pas progressivement, pas lentement, juste parti. Le gymnase, les lumières, les gens, tout cela est devenu noir. Mon corps s'est figé sur place comme s'il ne savait pas quoi faire sans que mes yeux lui disent où j'étais. Mes bras se sont levés légèrement, instinctivement, cherchant quelque chose, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien à attraper. Naomi, a dit quelqu'un. Je me suis tourné vers la voix. Ou du moins j'ai essayé, mais sans la vue, l'orientation n'avait plus de sens. Je ne vois pas. Ai-je dit. Un temps de silence, puis un rire. Pas tout le monde, mais suffisamment. Tu tripes ou quoi, a dit la voix d'un garçon quelque part sur ma gauche. Je suis sérieuse, ai-je dit plus fort. Ma poitrine se resserrait à nouveau. Cette même panique suffocante qui s'installait. Je ne vois rien. Bien essayé, a lancé l'entraîneur Ramirez, son ton déjà méprisant. Si tu ne veux pas courir, dis-le, c'est tout. Cela a frappé plus fort qu'il ne le fallait parce qu'une partie de moi. Juste une toute petite partie, s'est demandé si elle avait raison. Et si c'était d'une certaine manière ma faute? Et si j'exagérais sans m'en rendre compte? Mais ensuite j'ai cligné des yeux et rien n'a changé. Toujours noir, toujours vide. Je ne rigole pas. Ai-je crié cette fois? Ma voix se brisant. Je ne vois rien. C'est alors que j'ai senti une main me saisir le bras. Ferme. Stable. Maya. Je te tiens. A-t-elle dit doucement juste à côté de moi. Ces 4 mots ont coupé court à tout le reste. Je ne vois plus rien, lui ai chuchoté, la panique débordant enfin. Je sais. A-t-elle dit. Pas d'hésitation. Pas de doute. Ne bouge surtout pas. La différence entre sa voix et celle de tous les autres, c'était le jour et la nuit. Elle me croyait. Sans poser de questions. Elle m'a guidé lentement, pas à pas, hors du chaos du gymnase. Je pouvais entendre les murmures derrière nous. Maintenant confus, amusé, sceptique. Elle réagite. Elle est sérieuse. Qu'est-ce qu'elle fait? Chaque mot est resté gravé. Chaque mot. Au moment où nous avons atteint l'infirmerie, ma vision a commencé à revenir lentement cette fois. Des formes d'abord, puis de la lumière, puis des contours flous. Le soulagement aurait dû m'envahir. Mais ce ne fut pas le cas parce que maintenant je savais quelque chose de pire. Ce n'était pas aléatoire. Cela devenait plus long. À l'infirmerie, je m'assis sur le lit pendant qu'elle me prenait le pouls. Posait des questions de base, l'air à peine inquiète. Probablement de la déshydratation, a-t-elle dit au bout d'une minute. Vous, les jeunes, vous ne buvez jamais assez d'eau. C'était tout. Pas d'examen, pas d'urgence. Juste un mot. Au moment où je suis rentré chez moi, ma vision s'était à peu près stabilisée à nouveau. Mais la peur n'était partie nulle part. J'ai tendu le mot à ma mère. Elle l'a lu une fois, puis a soupiré. Évidemment. Cela arrive pendant le cours de sport. A-t-elle dit. J'ai senti quelque chose s'effondrer en moi. Je ne voyais plus. Ai-je dit doucement. Elle a à peine levé les yeux. MHM. Je suis sérieuse. Et moi aussi, je suis sérieuse, a-t-elle répondu en pliant le papier. Tu ne peux pas sécher des cours juste parce que tu n'as pas envie de les faire. Sécher. C'était ce qu'elle pensait que c'était. J'ai ouvert la bouche pour protester, puis je me suis arrêté parce qu'à quoi bon? Plus tard cette nuit-là, seul dans ma chambre.
Je m'assis sur mon lit et j'allumai la caméra de mon téléphone, la pointant vers mon visage. Si cela se reproduisait, je l'enregistrerais. Je le prouverais parce que peut-être qu'alors quelqu'un me croirait enfin. J'ai fixé mon reflet sur l'écran. Et juste au moment où je m'approchais, mon visage a vacillé, puis a disparu. Cette fois, ce n'est pas revenu. Nous sommes de retour dans le salon. Le moment où tout a cessé d'être quelque chose que je pouvais ignorer pour devenir quelque chose que personne d'autre ne pouvait nier. Je ne vois rien. Je criais maintenant. Pas en train d'argumenter, pas en train d'essayer d'expliquer. Juste une pure panique me déchirant la poitrine alors que les derniers morceaux de ma vision s'échappaient. Et pourtant, il y avait encore de l'hésitation. Naomi, calme-toi, a dit mon père, sa voix plus tendue maintenant. Mais pas assez. Pas du tout assez. Me calmer? Comment se calmer quand votre monde entier s'éteint? Je suis calme, ai-je hurlé en retour, bien que ma voix tremblait violemment. Je ne vois juste plus rien. La pièce était à peine là maintenant. Juste une faible lumière. Pas de forme, pas de détails. Comme essayer de regarder à travers un brouillard qui devenait plus épais chaque seconde. J'ai trébuché en avant, tendant la main instinctivement, et j'ai tout raté. Ma main a balayé le vide là où le canapé aurait dû être. Puis, un crack. Une douleur a explosé sur mon côté alors que je percutais le coin de la table. Quelque chose de tranchant m'a accroché au bras. J'ai eu un hoquet de douleur en me retirant, ma main devenant instantanément mouillée. Du sang. J'ai heurté quelque chose, ai-je dit, ma voix devenant plus petite, plus faible. Je vous ai dit que je ne peux pas. Elle ne fait pas semblant. La voix venait du couloir. Calme, mais elle a tout coupé. Ethan. Pour la première fois, mon petit frère est intervenu au lieu de fuir la situation. Je l'ai vu, a-t-il dit, la voix légèrement tremblante. Elle n'arrête pas d'attraper des choses qui ne sont pas là. Un silence. Un genre de silence différent cette fois. Pas méprisant, pas agacé, incertain. Je pouvais sentir le basculement s'opérer enfin. Mais c'était trop tard parce que juste à ce moment-là, le dernier morceau de lumière a disparu. Pas assombri, pas flouté, parti. Un noir absolu. Je me suis figé. Pas parce que je le voulais, mais parce que je ne savais pas comment exister sans la vue. Avez-vous déjà fermé les yeux et essayé de traverser une pièce? Maintenant, imaginez les ouvrir. Et c'est exactement la même chose. C'est ce que j'ai ressenti. Je ne vois plus rien. Ai-je chuchoté? Personne ne m'a interrompu cette fois. Personne ne m'a dit d'arrêter. Personne n'a dit que je faisais ma dramatique parce que maintenant, il me croyait. J'ai entendu du mouvement, rapide cette fois. Les pas de mon père qui se précipitaient, quelque chose qui tombait. La voix de ma mère qui changeait du tout au tout. Daniel? J'appelle? A-t-il dit en bougeant déjà. J'appelle tout de suite. Enfin. Enfin. Mais le soulagement n'est pas venu parce que j'étais toujours coincé dedans. Toujours piégé dans un monde sans lumière, sans forme, sans repère, juste du son. Juste de la peur, juste rien. Des mains ont saisi mes épaules, trop fort, trop soudainement. Je suis là, a dit ma mère. Sa voix tremblant désormais. Naomi. Je suis là. Où? Je ne pouvais pas le dire. Tout semblait lointain, déconnecté, comme si je flottais quelque part. Juste en dehors de mon propre corps. Des sirènes, d'abord lointaines, puis plus proches, puis juste devant. Des voix ont rempli la pièce. De nouvelles voix. Urgentes, concentrées. Quand est-ce que cela a commencé? Est-elle consciente? Naomi. Tu m'entends?
Oui. Ai-je dit immédiatement. C'est juste que... Je ne vois pas. Une lampe de poche a cliqué. Je ne pouvais pas la voir. Pas même un vacillement. Il y a eu une pause. Une longue pause. Le genre de pause que les adultes pensent que les enfants ne remarquent pas. Mais nous la remarquons. Toujours. Puis l'un des ambulanciers a reparlé. Plus bas cette fois. Plus sérieux. Il faut qu'on y aille maintenant. Une autre voix. Plus nette. Cela pourrait être neurologique. Cela pourrait être neurologique. Ce sont les mots qui ont tout changé. Pas mes cris, pas ma panique, pas même le moment où j'ai dit « je ne vois pas ». Il a fallu qu'un inconnu se tienne dans mon salon pendant moins de 30 secondes pour dire ce que personne d'autre n'avait voulu admettre. Quelque chose ne allait vraiment pas. Le trajet jusqu'à l'hôpital a semblé infini. Je ne pouvais pas voir les gyrophares. Je ne pouvais pas voir l'intérieur de l'ambulance. Je ne pouvais même pas voir mes propres mains quand je les levais devant mon visage. Mais je pouvais tout entendre. Le bip régulier du moniteur. Les voix basses et urgentes des ambulanciers. Ma mère qui pleurait doucement dans un coin. Mon père qui répondait aux questions trop vite. Comme si la vitesse pouvait d'une certaine manière réparer ce qui se passait. Quand les symptômes ont-ils commencé? A-t-elle eu des maux de tête? Des antécédents médicaux? Des jours. C'était la réponse. Des jours de signes. Des jours d'avertissement. Des jours à être ignorés. Au moment où nous avons atteint l'hôpital, je ne criais plus. J'étais silencieuse, pas calme, juste vide. Parce que quand le monde devient complètement noir, votre peur ne reste pas forte pour toujours. Finalement, elle coule, se dépose, devient quelque chose de plus lourd. Les urgences ont bougé vite, plus vite que tout ce que j'avais vécu auparavant. Des mains me guidant d'un endroit à un autre. Des machines que je ne pouvais pas voir qu'on positionnait autour de moi. Des voix qui se présentaient. Neurologues, ophtalmologistes, infirmières. Ils ont fait des examens immédiatement. De la lumière a été projetée dans mes yeux. Ou du moins, c'était censé être le cas. Je ne vois rien. Disais-je à chaque fois. Il n'y avait plus de comédie. Plus de doute. Plus de rejet. Juste de l'urgence. Des heures ont passé ainsi. Des questions, des scans. Du silence jusqu'à ce qu'enfin, une nouvelle voix entre dans la pièce. Calme, contrôlée, assurée. Monsieur et Madame Carson. C'était le docteur Evelyn Carter, 52 ans, neurologue. Même sans la voir, je pouvais ressentir le changement dans la pièce. Le genre de silence qui signifie que quelque chose de grave va être dit. Elle souffre d'une névrite optique aiguë, a dit le docteur Carter. Silence. Puis mon père, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que le nerf optique, la connexion entre ses yeux et son cerveau, est enflammé. A-t-elle expliqué? Son système immunitaire l'attaque. Une pause. Puis la partie qui a répondu à tout. C'est souvent un signe précoce de sclérose en plaques. Tout s'est mis en place. La vision qui vacillait, les mots qui disparaissaient. Les moments d'obscurité qui allaient et venaient. Le docteur Carter l'a expliqué clairement. La perte de vue n'était pas aléatoire. C'était l'inflammation qui fluctuait. C'est pour cela que ça venait par vagues. C'est pour cela que personne n'y croyait, parce que ce n'était pas constant. Et sans traitement, cela a progressé. Cela aurait dû être évalué plus tôt, a-t-elle ajouté avec précaution. Pas de reproches, pas d'émotion, juste les faits. Mais le poids de cette phrase est tombé lourdement parce que tout le monde dans cette pièce savait exactement ce que cela voulait dire. Personne n'a parlé pendant quelques secondes. Puis ma mère a craqué.
pas doucement, pas de manière contrôlée. Elle a saisi ma main comme si elle avait peur que je disparaisse moi aussi. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit encore et encore. Naomi, je suis tellement désolée. Sa voix s'est brisée d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Vrai. Pas frustrée, pas méprisante, pas distraite. Vrai. Mon père n'a rien dit au début, ce qui était pire. Parce que lorsqu'il a enfin parlé, sa voix était basse, hésitante. Nous pensions, a-t-il commencé avant de s'arrêter. Il n'y avait pas de façon de finir cette phrase parce que quoi qu'ils aient pensé, c'était faux. Je suis resté allongé là, à fixer le vide. Et pendant un long moment, je n'ai pas répondu. Pas parce que je ne les entendais pas, mais parce que je ne savais pas comment réagir. Comment traiter le fait qu'on avait raison seulement après que tout ait empiré? Est-ce que je vais rester comme ça, ai-je demandé finalement. C'était la seule chose qui importait désormais. Le docteur Carter a répondu avec précaution. Une partie de la vue peut revenir, a-t-elle dit. Mais nous devons commencer le traitement immédiatement. Pas va. Le traitement a commencé cette nuit-là. Forte dose de stéroïdes, perfusion, surveillance. Des jours à l'hôpital se sont transformés en semaines de suivi et tout a changé. Conséquences médicales. Naomi commence une prise en charge de la CEP à long terme. IRM régulière, médicaments, thérapie visuelle. Une vision partielle revient, mais pas totalement. Conséquences familiales. Lisa prend un congé de travail. Daniel devient hyperattentif, surcorrigeant chaque signe manqué. Leur dispute s'arrête, remplacée par quelque chose de plus lourd. La culpabilité. Conséquences sociales. L'école est informée. Les enseignants adaptent les devoirs, les places, les attentes. Certains camarades de classe s'excusent. D'autres l'évitent, ne sachant pas comment agir. Maya, elle n'est jamais partie. Elle lui rendait visite constamment. Elle s'asseyait dans le silence quand Naomi n'avait pas envie de parler. Pas de questions, pas de pression, juste une présence. Ethan, il a commencé à prendre plus souvent la parole. De petites choses au début, mais un moment est resté gravé. Si elle dit que quelque chose ne va pas, on devrait l'écouter. Personne ne s'est plus disputé avec lui. Le plus dur n'a pas été le diagnostic. Ce n'a même pas été la perte de vue. C'était la confiance. Naomi hésitait à parler de ses symptômes après cela. Elle se remettait en question même quand elle sentait que quelque clochait parce qu'une partie d'elle se souvenait encore de ce qu'on ressent quand on dit « quelque chose ne va pas » et qu'on ne vous croit pas. La famille a commencé une thérapie, pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il le devait. Parce qu'ignorer les choses ne fonctionnait manifestement pas. 3 mois plus tard, le monde n'était plus complètement noir. Pas totalement clair non plus. Quelque part entre les deux. Des formes floues, une lumière douce, des détails limités, mais suffisants. Naomi s'est assise près de la fenêtre de sa chambre, observant les contours du coucher de soleil. Pas parfaitement, mais c'était là. C'était suffisant. Sa mère s'est assise à côté d'elle. Silencieuse cette fois. Pas de téléphone, pas de distraction. Juste présente. Je te l'avais dit que quelque chose ne allait pas, a dit Naomi doucement. Pas en colère, pas accusatrice, juste vrai. Lisa a hoché la tête. Je sais, a-t-elle dit. Pas d'excuses, pas d'explication, juste une reconnaissance. Et pour la première fois, cela suffisait aussi. Naomi a légèrement appuyé sa tête en arrière, laissant la lumière qu'elle pouvait voir s'installer. Le monde ne s'était pas effondré. Il avait changé. Tout le reste aussi. Et cette fois, quand quelque chose ne irait pas, personne ne dirait plus jamais que c'était un mensonge. S'il l'avait cru plus tôt, est-ce que tout aurait été différent, ou est-ce que cela devait